exprime la vie, corps, âme, esprit, pour votre bien-être en Christ. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Instagram. Une immense propriété, entourée de terres agricoles. Le maître des lieux sort de sa maison, accompagné de ses 2 fils, l'aîné et le cadet. Aujourd'hui, il fait le tour de sa propriété. Et toutes les fois où il passe devant les vignobles, les champs de blé et d'orge, les vergers, les champs d'oliviers, et même devant son champ de bétail, il se tourne vers son fils aîné. 2 tiers pour toi, mon fils. Puis vers le cadet, 1 tiers pour toi, mon fils. D'ailleurs, il va même trouver tous ceux qui soignent les bêtes et veut savoir exactement le nombre de bêtes qu'il a dans son troupeau. Les ouvriers parlent entre eux. D'habitude, le maître ne nous demande jamais ça. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Ben non, pourquoi? Mais tu as vu la tête du fils aîné? Oh, écoute, te pose pas tant de questions, allez, travaille, on n'a pas que ça à faire, on a du boulot. Le lendemain, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Dans les cuisines, par exemple, de la maison du maître, ainsi que dans les champs où les ouvriers travaillent, dans le village même. Il paraît que le cadet a demandé du vivant de son père son héritage. Dans les jours qui ont suivi, eh bien, la rumeur s'est avérée vraie. Le cadet fait le tour de la propriété, accompagné d'hommes qui veulent faire affaire. Et c'est ainsi qu'il passe devant les champs de blé, les champs d'orge, les vignobles, les vergers, les champs d'oliviers et les bétails. Maintenant, il connaît le nombre de bêtes qui lui appartient. Les hommes viennent faire affaire, mais lui aussi a fait affaire. Et le soir, il compte tout l'argent qu'il a gagné parce qu'il a vendu l'héritage de son père. Le lendemain, il rassemble toutes ces pièces d'or et d'argent dans plusieurs bourses en cuir. Il prend un sac, quelques affaires, et il part, loin, très loin, le plus loin possible de la maison du père. Il marche pendant des heures, des journées entières, jusqu'à ce qu'il trouve un pays dans lequel il s'installe. Besoin d'une grande maison? Eh bien, c'est pas très compliqué. Il pioche dans l'héritage de son père et il paye avec les pièces d'or et d'argent. Besoin de serviteurs et de servantes? Toujours pas compliqué. Il prend dans l'héritage de son père. Besoin d'amis? Il organise des fêtes. Les années passent et le soleil se lève aussi bien au pays de la maison de son père qu'au pays lointain dans lequel il habite. Ces derniers temps, ce n'est plus la même atmosphère dans le pays lointain. Sur le visage des habitants, on peut y lire la peur, la crainte, la détresse. Sur le marché, c'est tout juste si on trouve encore de la viande sur les étals, à peine de la farine. Et dans les greniers, les sacs de grains sont pratiquement vides.
Le cadet est tout seul dans sa grande maison. Plus d'argent, plus de serviteurs, plus de servantes, plus de fêtes, plus d'amis. Les bourses en cuir dans lesquelles il y avait tout cet argent sont vides, vides comme son estomac. Il se lève, sort de chez lui et va proposer ses services aux habitants du coin. Et c'est ainsi qu'il se retrouve au milieu de la nature. Il connaît. Les champs, il connaît. Les pâturages. Les pieds dans la boue, ça, il connaît pas. Et entouré de cochons, encore moins. Son nouveau travail, c'est de donner à manger aux cochons et de les surveiller toute la journée. C'est ce qu'il fait, des jours et des jours entiers. Les pieds dans la boue, il s'occupe des cochons. Et je peux vous dire qu'il peut vous en parler, des cochons, le cadet. C'est bien simple. Sitôt ils sont lavés, sitôt ils retournent dans la boue. Et puis chaque jour, il leur prépare une espèce de pâté avec des gousses de haricots qu'il ramasse sur le caroubier, ces arbustes. Ce sont des caroubes indigestes pour l'homme. Mais alors les cochons, ils en raffolent. À peine le cadet leur donne cette nourriture qu'ils se jettent dessus. Et il les observe. Il aurait presque envie d'être un cochon. Parce que là, au moins, il mangerait à sa faim. Ici, personne ne se soucie de lui. Personne ne lui donne rien à manger. Et cette odeur de cochon qui ne le quitte pas jour et nuit comme si c'était incrusté dans les pores de sa peau. Il s'assoit, il réfléchit et se dit à voix haute, en regardant au loin, les ouvriers de mon père mangent autant qu'ils veulent. Et moi, je meurs de faim ici. Il se lève. Il regarde derrière lui. Il regarde au loin. C'est décidé. Je rentre à la maison. Et je dirai à mon père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton enfant. » Derrière lui, les cochons, la boue, et devant lui, la maison du père. Il marche des journées entières, se nourrissant de baies sauvages, mendiant dans les villages. Il peut obtenir quelque nourriture par-ci par-là. Ses pieds sont écorchés, ensanglantés, tellement il marche des journées entières. Pour se donner du courage, il se répète ce qu'il a promis qu'il dirait à son père. « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis pas et plus digne que tu me considères comme ton enfant. » Et il marche avec toujours cette odeur de cochon qui ne l'a toujours pas quitté. Enfin, il aperçoit l'immense propriété de son père, les champs de vignes, les champs de blé, d'orge, les vergers, les champs d'oliviers, et tout au loin il voit même les moutons.
Il s'arrête. Son cœur bat très fort dans sa poitrine. Son corps se met à trembler. Il regarde derrière lui. Il regarde au loin et il avance, un pas, l'un après l'autre. Le père, le maître des lieux, sort de chez lui à ce moment-là. Il plisse les yeux et aperçoit au loin une frêle silhouette qui avance, la tête baissée, les cheveux ébouriffés. Il fait quelques pas. Il plisse davantage les yeux. Mais oui, cette démarche, il la reconnaît. Il saisit les pans de sa tunique et court le plus vite possible. Et lorsqu'il arrive devant son cadet, son fils, cet homme, en lambeaux, les cheveux ébouriffés, nu-pieds, il le serre dans ses bras. Il le serre fort, au point presque de l'étouffer. Il lui passe sa main dans les cheveux, il l'embrasse et il le serre fort, il le serre fort. Puis, il desserre son étreinte, fait quelques pas en arrière et regarde son fils de haut en bas et de bas en haut. Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être regardé comme ton enfant. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. À peine a-t-il fini sa phrase que les serviteurs arrivent eux aussi en courant. Le maître des lieux se tourne vers eux. Allez me chercher la plus belle tunique de la maison pour la lui revêtir. Allez, vous, me chercher un anneau pour lui mettre, pour lui passer au doigt, et des sandales. Et puis vous, ramenez le veau gras que nous avons engraissé et tuez-le, car ce soir, c'est un festin qui se prépare. Les ouvriers s'exécutent. Et le père, à côté de son fils, avance, épaule contre épaule, en direction de la maison. Le soir est là. Dans la cour intérieure de la maison, le buffet est monté et dressé. Au milieu du buffet, de cette grande table, le veau gras. Les serviteurs, les servantes, j'imagine des invités, les musiciens avec leurs luttes, leurs tambourins et leurs flûtes. Debout, le cadet, lavé, coiffé, parfumé, revêtu de la plus belle tunique de la maison, à son doigt un anneau et à ses pieds des sandales. Le maître des lieux, à côté de son fils, fait face à tous les convives, les serviteurs et les servantes. Puis il se tourne vers son garçon. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Il se tourne vers les musiciens alors que la fête commence. Au son de la lyre, du tambourin et de la flûte, tous chantent, dansent, le vin coule à flot et les serviteurs partagent le veau gras. Le fils aîné revient du travaux des champs
Il est fatigué. Il tend l'oreille. Il entend des bruits de fête et de chants joyeux et de danse. Hé, qu'est-ce qui se passe? Le serviteur s'arrête. Ton frère est revenu. Alors, ton père est tellement heureux de l'avoir retrouvé sain et sauf qu'il a fait tuer en son honneur le veau gras que nous avons engraissé. Le fils aîné serre les poings et la mâchoire aussi. De blême, il passe à rouge, il explose de colère. Le père reconnaît la voix de son fils aîné. Il sort à sa rencontre. « Viens, mon garçon, viens faire la fête avec nous. » L'aîné refuse et fait face à son père. « Ça fait tellement d'années que je te sers. Je n'ai jamais désobéi à un seul de tes ordres. Tu ne m'as jamais offert ne serait-ce qu'un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Et celui-là, ton fils, qui est revenu, lui qui a dépensé toute ta fortune avec des prostituées, tu fais tuer le veau gras que nous avons engraissé en son honneur. » Le père regarde son enfant. Dans son regard, bonté, amour, tendresse et bienveillance. « Mon enfant, tu as toujours été avec moi, à mes côtés. Et tout ce que j'ai, tous mes biens, tout ce que je possède, sont à toi. Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et voilà qu'il est retrouvé. Alors, mon garçon, nous nous devons de faire la fête.